Un bonjour à tous et à toutes et bonjour Cyril. Bonjour. Bienvenue pour cet échange autour du shiatsu et pas que, aussi de la médecine chinoise traditionnelle et de voir comment cela peut être intéressant dans l'optique d'Inspire, de ces pratiques, la respiration et les froids. Mais pas que, parce qu'il y a bien sûr plus que ça, mais aujourd'hui on peut échanger par rapport à ça. Donc, je vais vous introduire rapidement Cyril, et puis je laisserai Cyril compléter un peu sa présentation. Cyril est un de mes étudiants, il a fait plusieurs stages, notamment aussi les stages avancés euh, dans les Dolomites en Italie, les stages voyages d'hiver dans les Cantal, et j'en passe. Probablement, il y a d'autres. Et dans ces occasions, on a échangé aussi de sa pratique, du Shatsu, mais pas que, parce qu'il pratique aussi d'autres disciplines comme les Chinei Tsang. On en parlait dans une autre vidéo, dans cette chaîne YouTube. Donc, j'invite toutes les personnes à voir aussi cette vidéo si ça vous intéresse. Et puis, la kinésiologie, n'est-ce pas? Mais peut-être Ah, aujourd'hui, on se concentre sur les Shiatsu. Et donc, dans ces cadres, j'ai fait plusieurs séances avec toi. Je ne sais pas combien, mais à chaque fois où je passe te voir, ça fait du bien. Et donc, j'ai ressens pendant les séances un vrai rééquilibrage interne qui est fait au niveau du système nerveux autonome. Et pour moi, l'équilibrage d'un système nerveux autonome est très important et délicat. Et dans mon cas, des fois, il peut être aussi un peu à fond, ou alors il peut pour d'autres personnes être un peu au vide ou être un peu bloqué. Et donc, pour moi, ce travail-là sur le système nerveux autonome est important. Et puis, bien sûr, on les ressent par la circulation de l'énergie dans les corps, les changements des températures, et bien sûr, les changements du rythme cardiaque, de la respiration, de l'état de détente et les pouls, que tu vas nous expliquer beaucoup mieux que moi. Donc voilà, je te lance la balle. Tu peux te présenter et puis expliquer un petit peu ce que tu fais avec les chats, ce qu'on a fait par exemple quand on s'est vu, comment ça agit et puis voilà. ok. Alors moi je m'appelle Cyril Benoît, je suis praticien en shiatsu et je pratique également le Tsang et la kinésiologie. Ce sera pas l'objet d'aujourd'hui. Et le shiatsu, pour information, je le pratique sur Paris. J'ai un cabinet sur Paris si besoin. Et ça consiste en quoi le shiatsu? C'est une pratique japonaise manuelle. Donc c'est une pratique qui se travaille uniquement avec les mains sur une personne habillée. Donc on est vraiment par-dessus le corps. Et ça consiste en une succession de pressions profondes dans le corps et rythmées sur l'ensemble du corps. On va travailler les bras, on va travailler le ventre, le dos, les jambes, la tête, de sorte que toutes les parties du corps puissent être travaillées. C'est des séances qui vont durer environ 1 heure à peu près. Et pour l'objectif final de cette pratique, c'est de venir rééquilibrer le corps. Et rééquilibrer le corps, ça va être fait par le spectre de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est une pratique qui est ancrée dans la médecine traditionnelle chinoise, donc la perception énergétique du corps. Donc, la perception énergétique du corps, c'est assez différent de comment nous, on perçoit en tant qu'occidentaux notre corps. Le corps, en fait, il va être constitué de différentes parties. On va avoir un corps physique, structurel, avec nos muscles, avec nos os, nos ligaments, etc. Après, on va avoir un corps plutôt mental et émotionnel, psychique, sur lequel, qui va être forcément beaucoup impacté par toutes nos émotions, par le stress, par tout ce qu'on vit au quotidien, voilà, ouais, le stress, les problématiques qu'on va pouvoir rencontrer au quotidien, donc ça va beaucoup l'impacter. On a encore un corps aussi biodynamique avec tout notre système endocrinien et qui s'autorégule en permanence. Et on a un corps aussi énergétique. Donc ce corps énergétique, nous, on le conçoit beaucoup moins parce que c'est pas dans notre façon de penser. Mais dans la médecine traditionnelle chinoise, tous ces corps-là sont liés, de sorte que si on va avoir un déséquilibre sur le corps structurel, ça va venir impacter notre corps mental, notre corps émotionnel et également notre corps énergétique, Dans les et yogas aussi, vice-versa. dans les yogas Pardon? aussi, ils parlent de ça. Exactement. Pour faire un parallèle par rapport aux pratiquants du yoga, ça c'est la vision de la médecine traditionnelle chinoise, mais en général en Orient,
cette vision des plusieurs plans et composants du corps qui se superposent et qui s'interagissent, comme un camp magnétique et un camp électrique qui sont au même endroit mais qui ont une interaction, et ben, dans les yogas et dans les bouddhismes, en fait, on décrit ça. Donc, c'est pas qui est dans la médecine chinoise. Oui, c'est exactement ça. C'est toutes les sagesses d'Orient. En fait, c'est les mêmes façons de penser le corps, sauf qu'ils représentent un tout petit peu différemment. En yoga, en Ayurveda, ça va être par le biais des chakras. On va avoir les chakras majeurs et les chakras mineurs qui font une circulation énergétique. Là, avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est les méridiens d'énergie. Donc, les méridiens d'énergie, on va en avoir 12 principaux dans le corps qui correspondent à tous nos organes principaux, 12 organes principaux. Donc, on va avoir un méridien associé au foie, on va avoir un méridien associé au rein, au cœur, au poumon, à la rate, et j'en passe, il y en a 12. Et globalement, chacun de ces méridiens d'énergie vont avoir pour fonction, donc ils vont avoir une fonction associée à l'organe. Donc il va y avoir d'une part une fonction associée à l'organe et d'autre part une fonction émotionnelle. Donc il va y avoir toujours des liens entre le corps physique, le corps émotionnel et après les organes. Et l'objectif de ces 12 méridiens, ça va former une grande circulation où les 12 méridiens vont être mis bout à bout pour que l'énergie puisse circuler tout au long de la journée dans l'ensemble des méridiens, donc sur tous les organes et sur tous les aspects physiques et psychiques. Et l'objectif du shiatsu, vraiment sur la pratique, ça va être de faire en sorte que tous ces méridiens circulent bien. Donc, il n'y ait pas de point de blocage. Comme on pourrait voir ça comme une circulation d'un cours d'eau avec potentiellement le cours d'eau, il peut avoir des crues, donc il va y avoir des excès d'énergie à certains moments, il peut y avoir des sécheresses, donc il va y avoir des vides d'énergie, et il peut y avoir aussi des barrages, des zones où il y a des stagnations, donc ça va faire sur une certaine zone du méridien un excès d'énergie, comme un grand barrage, un point d'inflexion qui va empêcher que ça circule, et en aval, on va avoir que des points qui vont être en vide d'énergie. Donc là, sur la pratique, l'objectif dans ces cas-là, ça va être déjà de percevoir le fait qu'il y a ce déséquilibre, savoir où est-ce qu'il a lieu, et le libérer de sorte que l'on puisse avoir une bonne circulation sur l'ensemble du méridien. Et Les en doigts, fait, c'est ce que tu fais. ouais, c'est ce qu'on fait par les pressions avec les mains. C'est un peu l'équivalent des aiguilles dans l'acupuncture, par C'est exemple. tout à fait l'équivalent des aiguilles en acupuncture. En fait, c'est la même base théorique entre le shiatsu et l'acupuncture. C'est vraiment la même base théorique, sauf que l'acupuncture, ils vont utiliser les aiguilles. Donc, ça va être quelque chose de vraiment poser. Ils vont poser une aiguille sur un point spécifique. Ils vont en mettre trois, quatre dans le corps et avec un savant équilibre et une savante connaissance profonde des systèmes énergétiques, normalement, les quelques aiguilles peuvent permettre de faire le rééquilibrage énergétique. Nous, les mêmes fondamentaux théoriques, mais par contre, dans le shiatsu, déjà, on va pas avoir d'aiguille, donc ça va être une pratique qui est beaucoup moins intrusive d'un point de vue corporel, parce qu'on va travailler en plus par-dessus les vêtements. Et ça va être plus dans le toucher et dans le ressenti. Vu qu'on passe sur tout le corps, on va ressentir sur tous les points, sur les jambes, sur les bras. Par le ressenti, on va sentir si jamais les points sont en excès, sont en vide, sont à l'équilibre. Et on va le faire petit à petit sur le corps. Donc tout le corps va y passer, disons. On va venir scanner l'ensemble du corps. Et petit à petit, on va savoir quels points sont en équilibre, quels points sont en déséquilibre, et on va pouvoir travailler le rééquilibrage global. Donc, Ok. c'est pas tout à fait la même approche. La finalité est comparable, on va dire, c'est un petit peu différent. On va avoir une approche voilà, japonaise versus chinoise. C'est- Il y a la rigueur japonaise aussi qui rentre en jeu là-dedans. Ah oui, donc tu dis que la différence entre l'acupuncture et les shiatsu, c'est un peu la différence culturelle entre l'approche de la vision de la santé chinoise et celle du Japon? Un petit peu, ouais. Ouais, ça joue dedans. Ça joue dedans parce que du coup, disons, c'est fait à la japonaise. Il y a aussi cette pudeur, ce toucher, ce recul. C'est en même temps la prise de recul et la proximité. C'est quelque chose d'assez. C'est toujours dans l'entre-deux.
Avec les dans tissus la bonne aussi. position, voilà, la bonne proximité sans être intrusif, c'est être ouvert à l'autre, mais pas rentrer dans son espace. C'est laisser un espace d'ouverture pour pouvoir l'accueillir et, euh, et l'accompagner. Oui, c'est vrai que ça. Donc, moi, je pratique les deux, l'acupuncture et les shiatsu. Et c'est vrai que dans les shiatsu, il y a quelque chose des. Alors, j'en pourrais dire des japonais, enveloppant, des respectueux, des ritualisés. J'aime bien Hmm. aussi comment tu utilises les tissus pour certaines choses qui amènent toute une dimension d'espace, des espaces propres qui est préservé. Tu sais, quand on le met autour de la tête et qu'on Hmm. pourrait faire sans. Et donc, il y a une dimension très rassurante, très, comment dire, C'est accessible. enveloppant, ouais. Ça, j'aime bien, en fait, par rapport à pratiquer. Les aiguilles, au début, j'étais pas à fin, parce que j'aime pas trop l'idée. Au début, donc, je les faisais pas. Alors, maintenant, c'est bon, mais c'est tout autre chose, hein, quoi. L'approche d'une aiguille qui rentre dans les corps et l'approche d'un toucher via un vêtement, c'est... Ouais, ouais, c'est très différent. Et puis les aiguilles, finalement, il y a pas mal de praticiens qui posent des aiguilles et puis finalement qui s'en vont, qui vont traiter une autre personne. Là, sur la pratique, on est une heure vraiment le praticien avec son patient, c'est un échange. Et vu que ça passe par le toucher, en fait, le toucher, c'est quelque chose c'est un sens qu'on va développer fortement quand on devient praticien et on va l'affiner. On va aller ressentir de plus en plus de choses. Au début, on sent les tissus, les muscles, les organes éventuellement si on travaille le ventre, les os. Et après, petit à petit, on gagne en finesse, on va sentir typiquement les points d'énergie, on va savoir si un point est en vide d'énergie, en excès d'énergie, si ça circule pas. Et après, si on va un petit peu plus loin dans le toucher, on peut aller ressentir des émotions, par exemple, des émotions de la personne avec qui on travaille. En posant la main, on peut être capable de ressentir à l'intérieur de soi, en tant que praticien, l'émotion de la personne qui est avec nous, ou on peut être capable de ressentir ce qui se passe dans son corps, ou ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe petit à petit avec la pratique, qui est accessible à tout le monde. En fait, c'est simplement quand on met son attention sur ce sens qui est le toucher, ben, en fait, on peut avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations qui, à première vue, n'est pas accessible à tous. Mais cette finesse, elle peut s'acquérir par chacun, mais ça demande un travail. Et dans la pratique, nous, on va l'utiliser fortement en tant que praticien parce que on va utiliser ces informations pour justement avoir un toucher qui va être exactement ce dont la personne a besoin parce qu'on ressent aussi le besoin de la personne. Et ça va permettre d'être un petit peu de fusionner, si on veut, avec la personne. On va chercher cette non-dualité, si on veut, avec son patient pour venir au mieux lui faire recirculer son système, quoi. Mm. Et puis, je reviens sur la notion de toucher, parce que par la peau est l'organe plus grand du corps. Alors, je ne sais pas s'il y a Mm. un organe de la peau, ou un méridien de la peau dans, dans la médecine chinoise, mais la peau étant un organe, il y a vraiment une interface importante entre l'intérieur et l'extérieur. Et de pouvoir stimuler cet organe, parce que c'est un organe endocrinien aussi, c'est extrêmement important. Et j'écoutais tout à l'heure un scientifique qui s'appelle Huberman, Andrew Huberman, qui est un chercheur voilà, dans le laboratoire des neurosciences à Stanford. Et il parlait justement de l'importance de pouvoir stimuler la peau. Et aujourd'hui, on a beaucoup les côtés d'être à l'intérieur avec des vêtements, donc la stimulation de la peau est moindre. Mais quand il y a les touchés d'un thérapeute, que ça peut être un massage, ça peut être les aiguilles, ça peut être les doigts, bah, autre chose, bah, on va agir du coup sur les systèmes endocriniens et émotionnel et énergétique, parce que comme tu viens de le dire, il y a c'est tout ça, et on les ressent et ça fait du bien. C'est un peu pour ça qu'intuitivement, les gens, ils ont envie d'avoir un massage. En fait, c'est intuitif, ça fait du bien, on le sait. Mais pourquoi Mm. ça fait du bien un massage si on réfléchit un instant? Souvent, c'est juste poser les mains et un petit toucher, ça va pas forcément décongestionner la circulation directe, mais il y a cette dimension émotionnelle énergétique qui est très importante et nous, on la ressent. Donc, si vous avez dans votre vie désiré avoir un moment un massage, c'est parce que vous êtes en fait intuitif par rapport à un besoin d'un Mm. corps. Et ça, je trouve intéressant parce que je me suis toujours un peu demandé, mais pourquoi en fait ça fait du bien d'avoir ces massages au dos? Et souvent, est fait par quelqu'un qui n'est pas un expert des massages, mais ça fait du bien. Mm.
Alors là, tu viens de répondre un petit peu à cette interrogation. En plus, surtout dans le dos, en médecine traditionnelle chinoise, on a beaucoup de points d'acupuncture qui sont très importants. Le dos, c'est un peu une interface par laquelle on peut avoir accès à tous les méridiens en même temps. Il y a un très grand méridien qui est le méridien de la vessie, qui a des points spécifiques qui sont reliés à tous les autres méridiens. Donc, par le dos, finalement, on peut travailler l'ensemble du corps. Et sur un certain point, s'ils sont sollicités avec précision, on va pouvoir régler des problèmes de cœur, des problèmes de poumon, des problèmes de vessie en travaillant uniquement le dos. Et donc ce dos, même si la personne ne connaît pas forcément toutes ces théories de médecine chinoise, le fait de venir solliciter les points, c'est vraiment les points qui font leur vertu, pas forcément la connaissance de ceux-ci. Et ça, d'ailleurs, on a l'occasion de le voir parce que parfois, on a envie instinctivement, on va venir se toucher, je ne sais pas, le visage, typiquement, ces zones-là, au bord des yeux, les tempes, se masser les tempes si on a mal à la tête ou derrière le crâne, des choses comme ça. Et ça, c'est des points qui sont répertoriés dans les points d'acupuncture qui ont ces vertus-là, en fait, de venir soit libérer le mental, libérer des mal de tête, libérer ces choses-là. Et en fait, instinctivement, c'est une connaissance que notre corps a et on peut venir s'auto-réguler sur ces points d'acupuncture sans même en prendre conscience. Et le corps va directement le savoir. On va parfois se toucher le visage, parfois se masser un petit peu, ou les bras, ou les jambes. Et quand on a la théorie qui est derrière ça, bah, on se rend compte que c'est vraiment sur les points qui ont besoin. Et du coup, il faut s'écouter sur ces choses-là, il faut se laisser aller à s'automasser ou à aller masser nos proches, parce que en fait, c'est comme tu l'as dit, c'est de l'intuitif, le corps sait, et le corps y va finalement. Oui, alors ce que tu viens de dire de l'automassage, je l'avais écouté par un professeur de yoga que je suis et il avait fait toute une séance d'automassage. Donc, voilà, avec une main et l'autre, ce qui est vraiment aussi un bon exercice pour nos mains et nos doigts. Si on n'a pas l'habitude, on se rend compte de toute cette partie-là qui en bouge. Et donc, il avait proposé un automassage total du corps, de la tête aux pieds. Hmm. J'avais fait ça, ça avait pris 1 heure. Je me dis, mais waouh, mais ça fait du bien. Et en fait, j'ai observé que beaucoup des choses que lui nous avait fait faire de façon structurée, avec sa connaissance du corps, moi aussi, je les faisais dans mon quotidien, mais de façon non structurée. Au moment où je n'avais envie et besoin, je m'automassais certains points, toujours en observant que par la suite, je me sentais mieux. Au début, je ne pouvais pas expliquer, mais par exemple, dans les mains, des fois, en écoutant des cours, bah, j'ai massé tout l'intérieur de mes paumes des mains, et pareil Hmm. sous la plante des pieds, et ça faisait énormément du bien. Ou alors, dans mon quotidien, souvent, j'ai envie de relâcher un petit peu Hmm. ici, masser les fronts, ici, derrière les oreilles, ou alors juste simplement, euh, voilà, il y a des choses qui viennent intuitivement, c'est pas parce que ça nous gratte. Ouais, Donc ouais, bien sûr. c'est autre chose qui nous pousse à les faire. Et alors, bien sûr que il faut être un peu connecté quand même à soi pour les laisser, parce que sinon on va pas les faire. Mais un moment que j'observe où les gens font ça, c'est dans les séances des respirations après, ou dans les séances de yoga après, où on dit bah, étirez-vous, faites les mouvements que vous avez envie. Et Hmm. souvent, beaucoup de personnes, bah, voilà, ils posent les mains sur les visages, ils posent les mains sur les corps, ils bougent quelque chose parce qu'ils savent que ça va leur faire du bien. Et ils savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais ils les ressentent. Voilà, sans savoir, ils les sont. Et ils savent. Et ils les font ensemble. Souvent, je vois que les personnes sont allongées, les yeux fermés, ils ne savent pas. Et souvent, il y a des personnes qui font la même chose au même moment. Donc, et ça montre clairement que ça doit être, du coup, quelque chose qui est universel. Il y a derrière un mécanisme qui existe. C'est pas aléatoire. Hmm. Ouais, bah, ouais, je te confirme, hein, je te rejoins là-dessus. C'est sûr qu'en fait, il faut être à l'écoute de son corps et, et être libre, se laisser la liberté de faire ces mouvements-là, parce que c'est vrai que c'est des choses je pense que les enfants ont instinctivement et que derrière, la société fait qu'on vient déconstruire ces choses-là parce que ça peut être plus ou moins bien accepté. Mais instinctivement, c'est des choses qu'on va faire. Ouais. Mm. Comment tu vois donc les liens entre les pratiques qu'on peut faire dans les stages Inspire, par exemple la respiration, ou alors les froids, ou alors les mouvements, ou alors autre chose avec les shiatsu?
Bah, les ponts qu'on peut faire avec la méthode Wim Hof et la respiration, surtout sur la respiration, en fait, la respiration, c'est un mouvement qui va mettre qui va justement mettre en mouvement toute la sphère déjà digestive, tous les organes. Donc, ça va faire déjà un massage de tous les organes et relancer la circulation énergétique directement dans les organes. Donc, d'un point de vue circulation, c'est vraiment la respiration, c'est vraiment un mouvement qui va venir faire circuler. Et nous, ce qu'on cherche vraiment dans le shiatsu, c'est la circulation. Parce que tant que tout circule, on va dire, le corps ne sera pas malade. C'est une notion de, bah, finalement, c'est valable pour tous nos systèmes. Notre système de circulation du sang, si le sang ne circule pas, on va avoir des maladies. Si on ne respire pas, on va avoir des maladies. Si notre transit ne circule pas, bah, on va tomber dans de la constipation, de la diarrhée. Enfin, on va avoir des déséquilibres. Donc, ce qu'on va chercher, c'est vraiment une circulation. Et par la respiration, c'est ça, en fait. On vient faire des cycles d'inspire, d'expire, de circulation. On va venir travailler fortement sur ce qu'on appelle le foyer supérieur, donc c'est la cage thoracique, donc sur les poumons, sur le cœur. Et ça, cette zone-là, c'est une zone qui est très émotionnelle. Et donc, par l'activation, par la respiration, on va pouvoir libérer beaucoup d'émotions. C'est ce on le travaille aussi beaucoup en shiatsu, cette zone-là de cage thoracique, pour venir justement la libérer, parce elle a tendance à être très pleine en excès d'énergie, en excès d'émotion. Et du coup, ça prend beaucoup de place, ça empêche de respirer, justement, parce que quand on a trop d'émotions, ben, on va avoir tendance à contracter le diaphragme, à être tout bloqué d'un point de vue cage thoracique. Et émotionnellement, on va pas pouvoir s'exprimer, on va pas pouvoir faire sortir ce qui a besoin de sortir. Et quand ça sort pas, bah, ça va faire des déséquilibres. Donc, ils ont pour origine des émotions qui sont pas vécues, qui sont pas sorties. Et derrière, les impacts que ça va avoir, ils peuvent être d'ordre physique, ils peuvent être d'ordre biochimique, émotionnel, digestif, énergétique. Et nous, on les travaillera en shiatsu par le biais des points d'acupuncture et avec le spectre plutôt énergétique. Mais la respiration va avoir ces mêmes vertus de venir ouvrir ce diaphragme, libérer les émotions. Et on le voit dans tes stages aussi, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à pleurer, qui lâchent beaucoup de choses, beaucoup ouais, d'émotions, en fait, de tout type d'émotions. Et je pense que c'est vraiment cette libération du diaphragme et de la cage thoracique qui amène ça. Et Ouais, donc là, on a vraiment un beau parallèle par rapport à ça. ouais, c'est la notion. Dans les shiatsu, il me semble importante la notion non seulement des circulations, comme tu viens de dire, mais aussi de retrouver un équilibre, n'est-ce pas? C'est Hmm. ça. C'est Ouais, la notion d'équilibre, c'est vraiment central dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est la base, en fait. C'est le yin-yang. Le yin-yang, c'est le centre névralgique de la médecine traditionnelle chinoise. C'est dans chaque chose, on a un équilibre entre yin et yang. Toute chose est équilibrée entre les deux. Et si elle se déséquilibre dans un sens ou dans l'autre, là, on va avoir des soucis. Donc, c'est vraiment trouver le bon équilibre là-dedans. C'est ni trop ni trop peu. Et ça va être utilisable en fait à tout niveau. très bien. Et par rapport au froid? Par rapport au froid, là, du coup, cette notion d'équilibre, elle va aussi prévaloir, où la médecine chinoise va dire bah, ni trop ni trop peu. Donc, le froid, si on peut s'y confronter un peu, ça va être bien. Après, trop, globalement, la peur qu'il va y avoir en médecine chinoise par rapport à trop de froid, ça va être qu'on va dépenser trop d'énergie, si on veut. Donc, potentiellement, on va utiliser beaucoup d'énergie pour lutter contre ce froid. Et dans ce sens, il serait plutôt à l'économie d'énergie. Mais malgré tout, je pense que cette dépense énergétique permet une bonne circulation parce que ça remet aussi en circuit bah, tout le système de chauffage du corps, tout le système endocrinien qui permet de lancer tout ça. Donc, d'un autre côté, on a aussi cette circulation qui est mise en place par le froid. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça se rejoint aussi. C'est en mobilisation de l'énergie, ce qui peut être intéressant pour toutes les personnes qui se posent la question.
Est-ce que dans la médecine chinoise, l'effroi, il n'est pas bon, il est considéré un peu comme un agresseur, mais c'est vrai qu'il y a une notion d'équilibre à retrouver dans notre corps d'occidental moderne, Hmm. parce que la médecine traditionnelle chinoise, elle vient aussi d'une autre époque où peut-être Ouais. il n'y avait pas autant de symptômes et tant d'excès des chauds non plus. Il n'y avait pas tant de confort, je pense. Mais il n'y avait pas tant de confort. Donc la Parce que du notion coup, là, c'est trop de confort. d'énergie, On est aussi dans un déséquilibre. bien sûr, Parce que trop comme de confort, déséquilibre aussi. sûr. Hmm. Et trop des chauds dans les corps, j'imagine que c'est aussi un déséquilibre. Ah bah bien Je pense sûr. que les trop des chauds avant, il n'était pas si présent. Aujourd'hui, on a trop des conforts, trop des chauds aussi, si je ne me trompe pas, qu'on peut traduire en inflammation. Et pas tout le monde, bien sûr. Là, c'est quelque chose de plutôt générique. Mais cette notion des mobilisations de l'énergie est importante, dans le sens où, bien sûr qu'on veut épargner l'énergie si tout va bien, pour l'utiliser au moment où on a besoin. Mais si on doit trouver un nouveau équilibre, ben, c'est important de mobiliser l'énergie disponible pour chercher ce nouveau équilibre et Hmm. quitter un état de non-équilibre. Alors, si on est tellement épuisé qu'on n'a pas d'énergie pour trouver un nouveau équilibre, peut-être que l'effroi, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Il y a peut-être les repos, les jeûnes, l'alimentation, toutes des choses qui ne vont pas demander énormément d'énergie. Et encore, voilà. Mais par contre, si l'énergie est là, je pense que c'est intéressant de l'utiliser, même si derrière, on peut être un peu fatigué et devoir se reposer, pour chercher ces nouveaux équilibres et mettre en place, comme tu dis, la circulation, les changements, les mouvements, l'adaptation, et créer quelque chose derrière, parce qu'on active une réponse du corps. On va les stimuler pour qu'ils s'adaptent. Et donc ça, c'est important à garder en tête, parce que l'équilibre, c'est aussi un équilibre dynamique. Et donc, la pratique peut être faite aussi en fonction de ces dynamismes internes, tout en trouvant aussi les bonnes synergies dans tout ça. Donc, par exemple, l'horaire de la journée, l'activité physique, comment on les fait, la quantité, c'est un peu aussi la notion de l'hormèse, hein, parce que le stress n'est pas ni bon ni mal, ça dépend comment on l'utilise. Donc, l'effroi aussi, ça dépend comment on l'utilise. Bien sûr. Mais c'est vrai que donc là, ça m'amène à quelque chose que j'aimerais bien clarifier sur le froid. Et peut-être qu'il y a encore des choses que je dois comprendre hein, sur le froid, bien sûr, je n'ai pas tout compris. Mais moi, je pense qu'on peut avoir la tendance à faire cela. On passe d'un monde où il n'y a pas des stimuli du froid, parce qu'on s'est coupé grâce au confort. Et donc, bah, les corps ne connaissent pas trop le froid et il peut y avoir un excès des chauds à l'intérieur du corps. À un certain moment, on découvre l'effroi et on voit qu'on commence à l'appliquer en petite dose, ça nous régule, ça nous fait du bien. On a donc l'association froid égale super, un ami, un allié. Mais avec notre logique dualiste, moi j'ai fait ça en tout cas, j'ai dit donc si les froids c'est bon, c'est les chauds qui est pas bon. Donc je vais enlever les chauds de ma vie et faire que du froid. Et faire que du froid, même si à un moment ça peut encore les faire, il y aura un moment inévitablement où ça va être trop. Et à ces moments où ça devient trop, pour définition du terme trop, ce n'est plus équilibré. Et à ces moments-là, les froids pourraient être pas forcément bénéfiques. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il est toujours avec une approche plutôt occidentale de la chose, on aura la tendance à en faire un petit peu trop, parce qu'au début, ça nous a fait du bien, et on n'est pas capable de s'écouter et d'adapter, parce qu'il y a aussi une petite notion des performances, des compétitions. Ah, je tiens 1 minute, je tiens 2 minutes, je tiens 3 minutes, je tiens à 1 degré, à 2 degrés, à -1. Et donc, cette notion-là va nous porter un peu en dehors de l'équilibre. Donc, c'est important ce que tu viens de dire. Mais en fait, on peut faire la même chose aussi avec la respiration, on peut faire la chose avec les mouvements, on peut faire la même chose avec les jeûnes, on peut faire la même chose avec un régime qui fonctionne très bien. À un certain moment, peut-être que ça va devenir trop. Hmm. Moi j'ai vu ça, c'est incroyable, parce que moi, j'ai une tête dure, ou alors je ne suis pas très sage, mais j'ai fait ça sur tous les piliers de la santé et de la vitalité que j'ai commencé à utiliser. Au début, c'était les sports, les mouvements. Ça me faisait du bien, donc j'en faisais trop. Et c'est dingue. Après, c'était le froid. Ça m'a fait du bien, donc à un certain moment, j'en fais trop. Après, les jeûnes intermittents et les jeûnes, ça me faisait du bien, donc j'en faisais trop. À un certain moment, je suis allé en restriction calorique. J'ai Hmm. fait certains régimes qui m'ont fait du bien. Je l'ai fait trop longtemps. À un certain moment, c'était plus trop adapté. Ça suivait pas mon rythme. Et j'aime pas la respiration. Voilà, j'ai fait la respiration Wim Hof, ça me fait du bien. À un certain moment, j'en faisais trop. Il fallait trouver l'équilibre. Donc, c'est vraiment une notion d'équilibre. Là, je l'aime bien. Les yin et les yang, si vous voulez voir les Tao, ça nous montre vraiment une loi fondamentale, les rythmes, l'équilibre dans les corps.
Et donc, avec les shiatsu, tu aides aussi à retrouver ça par l'approche manuelle. Donc, C'est ça. tu pourrais peut-être nous dire quelques exemples d'applications du shiatsu qui pourraient faire des biens en personne occidentale qui voilà, est un peu stressée, un peu fatiguée, il y a peut-être quelques déséquilibres. Comment tu pourrais l'aider avec les shiatsu? Eh ben, en fait, ça peut agir à plein de niveaux différents. C'est vraiment chercher à corriger les déséquilibres. Donc, pour une personne, par exemple, qui va avoir beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, qui va, je sais pas, peut-être avoir des difficultés à s'endormir, ruminer, avoir quelque chose qui tourne en permanence dans sa tête, des choses comme ça. Donc, ça, ce sera plutôt des aspects stress, anxiété. C'est des choses qu'on va pouvoir traiter en shiatsu. Ça, c'est vraiment par différents points, on peut aller libérer l'accumulation mentale, en fait, c'est ça. Après, on va pouvoir aussi traiter des douleurs physiques directement, hein, si on a des douleurs qu'on n'arrive pas à traiter, je ne sais pas, même des tendinites, des inflammations, des choses comme ça. Ou typiquement, une inflammation, une tendinite, c'est un excès de chaleur, hein, comme tu disais. Donc, un excès de chaleur, c'est des choses qu'on n'arrive pas à bien faire circuler, pas à bien drainer. Donc, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler en shiatsu aussi. Des problèmes digestifs, donc tout type de problèmes digestifs. Des problèmes pour les femmes, tout ce qui est gynéco, ça peut avoir aussi un impact fort sur tout ce qui est gynéco. On peut faire aussi tout le suivi de grossesse pour les femmes enceintes. Le suivi de grossesse et le postpartum, ça, c'est des choses qui marchent très très bien pour tous les symptômes qu'on peut avoir au moment de la grossesse, les symptômes qu'on peut avoir en postpartum, des dépressions, des choses comme ça. Ça va être très efficace. Typiquement, Aussi pendant la grossesse? dépression. Pardon? Aussi pendant la grossesse ou juste Pendant après? la grossesse, ouais, ouais. Pendant la grossesse, ça va avoir justement des effets sur aussi la formation du fœtus. Parce que du coup, on va permettre au corps de la femme enceinte d'avoir une circulation énergétique qui va être idéale pour pouvoir qu'elle puisse transmettre au mieux son énergie au fœtus qui est en développement. Et ça a un impact fort sur le bébé. Même dès sa naissance, en fait, on va avoir des bébés qui vont être très éveillés, qui vont être plutôt zen, déjà bien, on va dire, bien dans leur peau, Mhm. dès la naissance, avec souvent beaucoup de curiosité, assez zen. C'est vraiment quelque chose au Japon qui est reconnu. Ils appellent ça les bébés shiatsu. Donc, c'est les bébés dont Les les bébés mères, peuvent les être comme femmes ça? enceintes, c'est ça. Dans les femmes enceintes, on reçu des shiatsu. C'est quelque chose de vraiment testé et approuvé, disons. Et, et du coup, c'est vraiment très efficace sur les femmes enceintes. Après, ça peut être utilisé pour les accompagnements des sportifs, si on veut chercher plus d'équilibre pour les sportifs. D'un point de vue performance, on va pouvoir gagner là-dessus. Et après, un petit peu tout type de maladie, tout type de déséquilibre, ou une fatigue chronique, ou les burn-out, les choses comme ça. Burn-out, c'est vraiment on a tiré sur la corde pendant beaucoup trop de temps. Et d'un point de vue énergétique, on a comme si on avait dépensé tout notre compte en banque, quoi. On n'a plus rien, on a zéro. Le corps, il est vide. Et il nous le fait savoir du jour au lendemain à dire, moi, j'ai plus rien, donc je ferai plus rien. Et ça, derrière, ça s'accompagne. Et si on l'accompagne d'un point de vue aussi énergétique, ça va vraiment, vraiment aider à la reconstruction. Parce qu'un burn-out, c'est vraiment pas apprendre à réagir, c'est quelque chose de très, très lourd. Et ça a besoin d'être accompagné. Et typiquement, avec un accompagnement énergétique, c'est vraiment top pour ça. Avec quelle régularité tu conseilles de faire des séances shiatsu? Alors, shiatsu, en fait, tout dépend. On va dire, si on l'utilise d'une façon vraiment thérapeutique sur un trouble chronique, sur quelque chose, je sais pas, par exemple des problèmes articulaires, des choses vraiment chroniques dont on n'arrive pas à se débarrasser, mais qui sont là en permanence. Ça, on peut aussi le traiter en shiatsu. Il faudra venir peut-être toutes les 2 semaines ou peut-être toutes les semaines même pour essayer de garder ce problème-là sous contrôle. Après, ça s'utilise aussi le shiatsu en prévention. Donc, c'est quelque chose on peut venir faire des séances pour se dire, OK, je suis en bonne santé et j'ai envie de rester en bonne santé finalement parce que c'est quelque chose.
on s'en rend compte que quand on devient malade, quand on était en bonne santé, on s'est dit, ah, mais en fait, ça fait un mois que j'étais bien et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je sois malade. Alors, en fait, on pourrait rester en bonne santé en permanence si on s'entretient. Et typiquement, ça peut permettre de s'entretenir. Donc, si on le voit en entretien, on va dire qu'une séance tous les mois et demi, ça peut être bien en entretien pour rester en C'est bonne qui fait santé. Et après, sur des cas de traitement de problématiques, soit physiques, soit émotionnelles, bah là, on peut rapprocher les séances toutes les 2 semaines ou voire toutes les semaines si vraiment il y a quelque chose de. Même parfois, et ça peut être tous les jours. Mon maître me parlait qu'il avait accompagné des cancers en phase vraiment active et il y allait tous les jours. Et tous les jours, il y avait un shiatsu jusqu'à la rémission. Et il a fait des suivis comme ça de rémission totale. Mais par contre, bah là, il fallait un suivi vraiment présent. Donc ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais à minima, pour rester en bonne santé, déjà, je pense une fois tous les mois et demi, c'est bien. Et une fois par saison, vraiment minimum une fois par saison, parce que le corps, à chaque saison, va avoir un fonctionnement énergétique vraiment spécifique à la saison. Et du coup, ça peut permettre de juste dire en début de saison, voilà, on transmet l'information au corps. Là, on a changé de saison. Il faut se préparer à ce qui vient pour cette saison. Donc, par exemple, pour l'hiver, bah, il faut se préparer au froid, à tout ce qu'on va vivre pendant l'hiver, à la durée de la journée qui va se réduire. Ça, d'un point de vue cycle circadien, cycle, bah, typiquement système nerveux autonome, il y a quand même des choses à mettre en place pour que le corps il soit prêt à vivre au rythme de l'hiver. Et du coup, on peut lui transmettre ces informations d'un point de vue énergétique via le shiatsu. Et ça peut se faire au moins une fois par saison pour déjà redire au corps, voilà, on rentre dans cette saison, mets-toi bien dans ce type de fonctionnement, et comme ça, tu vas pouvoir euh, optimiser, disons, les ressources de ton corps pour cette saison-là. Et est-ce que il y a une phase d'intégration après une séance shiatsu comme on peut faire dans les séances de respiration? On fait une technique parce que voilà, c'est des échelles temporelles différentes, mais il y a quand même des phases d'intégration après la respiration, par exemple 5, 10, Hmm. 15 minutes, après l'activité physique pour revenir au calme, etc. Dans les froids pour se réchauffer. Est-ce que quand tu fais ces rééquilibrages manuellement, donc, il est en phase d'intégration dans lesquelles les corps, là, il est en train de s'intégrer, où il faut Hmm. peut-être se reposer un instant, ne pas faire trop de sport, et ça prend combien de temps? Alors oui, il va y avoir une phase d'intégration dans le sens où, en fait, par la séance, on va lancer un mouvement dans le corps. On va lui donner des informations, on va relancer une circulation. Et derrière, cette circulation, elle va continuer à tourner si on veut. Donc au moins les quelques jours qui suivent, le- la pratique va se perdurer dans le corps. Donc ça va continuer à travailler intérieurement. Mais c'est de l'ordre de quelques jours. Après, ça peut être 1 à 2 semaines potentiellement, suivant les pratiques qu'on va faire, parce que chaque pratique va être un peu spécifique aux besoins de la personne. Donc forcément, chaque personne va réagir de manière un petit peu différente. Mais au moins sur les jours qui suivent, ça va continuer à travailler. Et d'ailleurs, on peut être confronté à des évolutions du corps sur les jours qui suivent. On peut se sentir très fatigué, on peut se sentir très en forme, on peut avoir des sorties soit émotionnelles ou même cutanées. Il y en a qui ont des poussées d'eczéma, des choses comme ça, parce que voilà, le corps a les moyens d'expulser ce qu'il a besoin d'expulser et il le fait dans les jours qui suivent. Donc voilà, ça peut prendre plein de façons différentes de recevoir une séance. Et oui, bien sûr, il va y avoir un petit temps d'intégration. Par contre, il n'y a pas vraiment de contre-indication sur les jours qui suivent. On peut faire du sport, après, c'est à chacun de faire son propre équilibre, hein, mais il n'y a pas de contre-indication en tant que telle, comme on pourrait peut-être avoir avec l'ostéo sur le sport, ou des choses comme ça. Ouais, d'accord. Et donc, si on a envie de faire une séance de shiatsu, où on te trouve, Cyril? Alors, comment on me trouve? Bah, c'est assez simple. Moi, je suis sur Google Maps. En fait, si on tape mon nom Cyril Benoît avec la mention shiatsu ou éventuellement kinésiologie, normalement, il y a mon nom qui devrait sortir. D'accord. Et donc, moi, dans Paris, je suis dans le 11e et je suis dans le 13e. J'ai 2 lieux de pratique.
Et après, si on veut prendre rendez-vous avec moi, c'est possible. J'ai un site de prise de rendez-vous directement en ligne. Très Donc, bien. et après, sinon, on peut me contacter directement par téléphone si jamais il y a des questions sur la pratique, sur est-ce que c'est euh, est-ce que c'est bien pour telle ou telle problématique, est-ce que c'est adéquat pour la personne. Je suis à disposition pour en discuter, bien sûr. Ouais, très bien. Et Moi, en tout cas, éventuellement, je pourrais transférer ma carte hein, moi, je vous si on conseille veut. d'aller faire Ouais, parce que c'est bien de prendre soin de soi, surtout quand tout va bien. Et donc d'y aller pour garder cet état et si ça va pas trop, de se faire aider. Et alors toutes les pratiques qu'on peut faire soi-même, bien sûr, mais souvent d'avoir aussi quelqu'un qui nous transmet aussi son soutien, son énergie, sa pratique. Moi, je trouve que c'est bien. Donc, il n'y a pas que les shiatsu, bien sûr, mais voilà, moi c'est parmi les choses que j'ai fait, comme tu dis, avec une certaine régularité et en prévention, et je pense que c'est important. Donc, je vous les conseille. En tout cas, moi, je vais continuer à les faire. On en a fait déjà quelques-unes, et puis, voilà, c'est une bonne pratique. Merci Cyril pour cet échange. Et donc, je vais mettre ton nom, et il est simple, ils vont les retrouver, mais je vais mettre tes coordonnées au cas où dans la description de la vidéo. Et puis, bah, nous, on se voit pour une prochaine séance de Shiatsu, alors un autre stage Wim Hof. merci à toi, Leonardo. À très bientôt et merci d'avoir fait cette petite épisode pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Avec plaisir. Ciao et merci à tout le monde. Donc, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, contactez Cyril, mettez un commentaire, un like à la vidéo et puis partagez-la à toutes les personnes autour de vous qui pourraient avoir un bénéfice à avoir un peu des shiatsu. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.